Salut, c'est Zaba et commençons par le numéro 8, divorce par combat. Au Moyen Âge, personne ne divorçait tout simplement. Il ne s'agissait pas simplement de prendre un avocat, de signer quelques papiers, de partager les biens et de choisir chez qui les enfants allaient passer Noël. En Allemagne médiévale par exemple, les couples se battaient. Les différends entre époux étaient réglés par le combat conjugal. Il existe un livre écrit en 1467 par un escrimeur allemand nommé Hans Stahlhofer, et ce livre contenait des illustrations montrant comment les maris et leurs épouses pouvaient s'affronter lorsqu'ils ne parvenaient plus à se mettre d'accord sur les moindres détails. Et vous vous demandez peut-être quelle est la distinction entre les hommes et les femmes. Après tout, nous sommes à l'époque médiévale et beaucoup d'hommes faisaient la guerre tandis que les femmes étaient plus ou moins obligées à rester à la maison ou de travailler dans les champs. Et pour compenser la différence d'aptitude au combat, l'épouse bénéficiait de certains avantages. Le mari devait creuser un trou d'1 mètre de large jusqu'à la taille, puis se lier une main dans le dos avant d'être placé dans le trou. Et la femme devait apporter 3 cailloux enveloppés dans du tissu pesant de 1 à 5 livres. Et pendant que l'homme était coincé dans son trou, la femme pouvait encercler la zone autour du bord de la fosse. Et l'homme devait céder sa massue au juge s'il sortait de la fosse avec une main ou un bras. Et pendant ce temps-là, la femme n'avait pas vraiment le droit de le frapper avec ses cailloux, sous peine de perdre une de ses 3 pierres. Ces règles désavantageaient très nettement l'homme, mais il ne faut pas oublier qu'il est très peu probable que la femme ait suivi un quelconque entraînement en combat et que les hommes de l'époque étaient très généralement des soldats prêts à combattre dans les guerres, ce qui leur donnait un avantage certain. Si l'homme perdait, il était sorti de son trou et exécuté sur la place publique. Mais si la femme perdait, elle était placée dans un trou et enterrée vivante. Et le divorce par combat n'était pas vraiment un duel frivole utilisé pour régler un différend. C'était une affaire judiciaire très sérieuse avec des règles et des règlements très compliqués. Mais il est compréhensible que dans des circonstances aussi extrêmes, le divorce par combat et d'autres formes de procès par combat entre hommes et femmes aient existé, comme le prouve le fait que les règles de ce duel ont été écrites et qu'elles existent encore aujourd'hui. Mais ces combats étaient une sacrée façon de se défaire d'un mariage, ou de sa vie. Numéro 7, brun momie. Le brun momie, ou brun égyptien, est un pigment bitumineux brun très riche. Et il est défini comme la teinte intermédiaire entre l'ambre brûlé et l'ambre brut, était l'une des couleurs préférées des pré-raphaélites. Et ce pigment a été créé au Moyen Âge à partir de la myrrhe et des restes broyés de momies égyptiennes, humaines et félines. Mais les momies guanches des îles Canaries ont également été utilisées à cette fin. Le pigment était d'une transparence étonnante, ce qui permettait de l'utiliser pour des glacis, des ambres, des tanchères et des dégradés. La couleur unique avait tendance à se fissurer et sa composition et sa qualité étaient extrêmement variables car le pigment contenait de l'ammoniac et des particules de graisse. Et ces teintes étaient également plus susceptibles d'affecter les autres couleurs avec lesquelles elle était utilisée. Et l'une des peintures les plus recherchées et les plus célèbres de Martin Dröling, peintre alsacien, intitulée Intérieur d'une cuisine et exposée au musée du Louvre, fait un usage intensif du brin de momie. Et historiquement, la demande de brins de momie dépassait largement l'offre de vraies momies égyptiennes, ce qui a conduit à la substitution occasionnelle de cadavres contemporains d'esclaves et de criminels. Et en 1564, un vendeur de momies d'Alexandrie a exposé 40 spécimens qu'il prétendait avoir fabriqués lui-même. Mais le brin de momie a commencé à perdre en popularité à la fin du XIXe siècle lorsque sa composition est devenue largement connue des artistes. Par exemple, Edward Burne-Jones, artiste pré-raphaélite, aurait enterré cérémonieusement son tube de brin de momie dans son jardin lorsqu'il aurait découvert la véritable origine du pigment par respect pour les momies. Et en 1915, la demande pour le brin de momie avait chuté et au XXe siècle, la production de ce pigment avait largement cessé en raison de la diminution constante du nombre de momies disponibles et de demandes. Le brin de momie était l'une des teintes préférées des pré-raphaélites, qui rejetaient l'art classique au profit du réalisme et des sujets naturels. Mais on ne sait pas précisément quelles peintures de cette période ont été réalisées avec du brin de momie. Mais des artistes comme Eugène Delacroix, Sir William Beechley et Edward Burne-Jones sont tous connus pour en avoir acheté. Pour fabriquer ce pigment, les momies étaient transportées d'Égypte puis broyées en Europe pour être revendues.
Et outre la fabrication de teintes et de peintures, la poudre de momie était également prescrite par des médecins qui pensaient que son ingestion pouvait guérir un grand nombre de maladies. Numéro 6. Préformationnisme. Les sciences biologiques en étaient à leur phase primitive pendant les siècles obscurs et les gens de l'époque avaient des concepts très bizarres sur la reproduction humaine. Dans l'histoire de la biologie, le préformationnisme ou la théorie de la préformation, appelée aussi la théorie de la préexistence, est une théorie très populaire qui proposait que les organismes se développaient à partir de versions miniatures d'eux-mêmes. Les préformationnistes pensaient que la forme des êtres vivants existait réellement avant leur développement. La théorie suggère que tous les organismes ont été créés en même temps et que les générations suivantes se développaient à partir d'homoncules ou d'animacules qui existent depuis le début de la création. Ces théories étaient généralement guidées par des croyances religieuses, et le terme homoncule désigne un corps humain minuscule et entièrement formé. Et l'on pensait historiquement qu'il habitait une cellule germinale et qu'il avait la capacité d'augmenter de taille et donner naissance à un être humain adulte. Homunculus signifie petit homme ou petite personne en latin, et les philosophes naturels ont représenté un homunculus comme une personne minuscule contenue dans un spermatozoïde individuel, et cette représentation a été utilisée pour expliquer le développement humain dans l'utérus. Nicolas Hartsocker a dessiné une personne minuscule à l'intérieur d'un spermatozoïde en 1695. Et les limitations technologiques de l'époque ne permettaient pas vraiment d'expliquer mécaniquement l'épigénèse. Il était donc bien plus simple et bien plus commode de postuler l'existence d'organismes miniatures préformés et qui se développaient conformément à des lois mécaniques. Cette explication était d'ailleurs si convaincante que certains naturalistes ont même affirmé avoir vu des animaux miniatures préformés dans des œufs et des plantes miniatures dans des graines. Et même après la découverte des spermatozoïdes en 1677, la croyance n'a fait que se renforcer. Numéro 5. Visite chez le médecin. La médecine moderne dont nous bénéficions aujourd'hui a été précédée par des millénaires de tâtonnements et d'erreurs. Et au Moyen Âge, les remèdes aux maladies mortelles étaient souvent pires que la maladie elle-même. Des remèdes comme les pilules et les lotions en mercure qui empoisonnaient lentement le malade jusqu'à sa mort, aux traitements comme les saignées qui aggravaient l'état du patient. Ces traitements étaient généralement administrés par des guérisseurs et des médecins plus ou moins expérimentés. Cela dépendait en grande partie de ce que vous pouviez vous permettre. Et même en dehors des périodes de peste, une minuscule égratignure pouvait provoquer une infection mortelle et entraîner la mort. Et dans une telle situation, la présence d'un médecin signifiait souvent que la fin était très proche et que les membres de la famille commençaient à se préparer au deuil, à supposer que les gens aient cherché à consulter un médecin ou qu'ils aient eu les moyens de le faire. Et à l'époque, les gens croyaient très fermement que les maladies du corps étaient le résultat des péchés de l'âme et qu'il suffisait de prier et de méditer pour les guérir. Près de 85% des habitants du Moyen Âge étaient des paysans et la plupart des médecins de l'époque n'avaient qu'une formation très limitée. En fait, la plupart d'entre eux n'avaient aucune formation formelle, hormis les idées et les traditions transmises d'une génération à l'autre. Pour les classes les plus pauvres, les sages-femmes locales étaient connues pour fabriquer des médicaments et des potions à base de plantes. Et les apothicaires étaient également une option pour les personnes qui pouvaient se permettre d'acheter des médicaments rudimentaires. Et si vous aviez besoin d'une amputation ou de soins dentaires, un chirurgien barbier ou un chirurgien général vous arrachait les dents et pratiquait des saignées ou vous amputait d'un membre. Pour les personnes fortunées, un médecin était convoqué, ainsi que la famille et les serviteurs qui répondaient alors aux questions concernant le malade. Et la plupart des médecins médiévaux pensaient que les maladies étaient causées par un déséquilibre des 4 éléments. Et ces enseignements étaient basés sur les méthodes aristotéliciennes et hippocratiques. Les médecins prêtaient donc attention au fluide corporel du patient. Il était également courant de goûter l'urine d'un patient pour établir un diagnostic. Ils appliquaient même des sangsues pour aspirer le sang du malade. Et les maladies mentales étaient stigmatisées au Moyen Âge et généralement considérées comme des visites de Satan ou de l'un de ses serviteurs. Il était censé pénétrer dans le corps à cause des sorcières, des sorciers, des démons, des diablotins et d'autres créatures maléfiques. Et de très nombreux médecins médiévaux étaient également prêtres et pensaient que seule une guérison spirituelle était nécessaire pour les troubles mentaux.
La pratique brutale de la trépanation était parfois pratiquée, et elle consistait à percer un trou dans le crâne du patient pour permettre aux esprits maléfiques de sortir du corps. Numéro 4. Le berceau de Judas. L'époque médiévale en Europe, qui s'est étendue sur environ 10 siècles, était probablement pire que l'enfer pour les personnes qui enfreignaient la loi. Enfin, pour certains. Les récits d'actes horribles commis à cette époque font frémir les gens, même aujourd'hui. Et les développements technologiques tels que la boussole, l'horloge mécanique, les moulins à vent, les lunettes et les instruments de torture sont également devenus la norme pendant cette période. Et des centaines d'instruments de torture très brutaux ont été conçus et créés dans le seul but d'infliger de la douleur à autrui. Le berceau de Judas, ou la chaise de Judas, est probablement l'un des plus célèbres et des plus terrifiants de ces dispositifs. La chaise guidée est l'invention d'un Italien, prétendument utilisée par l'Inquisition espagnole. Elle a été conçue par Ippolito Marzilli pour s'occuper des hérétiques. Et plusieurs tortionnaires opéraient le berceau de Judas. Une personne était responsable tandis que les autres l'assistaient. Et l'instrument a été créé quelque part autour du XVe et du XVIe siècle en Espagne, lorsque l'Inquisition était toujours en cours. Et chaque jour, de nouvelles techniques de torture très créatives ont été mises au point afin de faciliter le processus pour les tortionnaires. Les tortionnaires étaient rémunérés et leur tâche consistait à obtenir les informations ou les aveux requis de la part des victimes. Et l'utilisation de ce dispositif était plus courante vers la fin de l'époque médiévale. Et si le berceau de Judas avait avant tout une vocation religieuse, il était aussi souvent utilisé contre des opposants politiques. Le berceau était un siège pyramidal en bois ou en métal sur lequel la victime était placée, les mains et les pieds étaient attachés pour l'empêcher de déplacer son poids. Et bien sûr pour décupler la douleur. Et au moindre mouvement, le bord pointu de la pyramide était lentement enfoncé dans les parties intimes de la victime, ce qui lui causait une douleur insupportable. La torture durait des jours et les dommages qu'elle causait étaient permanents. Pour aggraver les choses, les tortionnaires ajoutaient des poids pour faciliter l'effet, ce qui entraînait parfois la mort par empalement. Les victimes qui refusaient de parler étaient soulevées et jetées sur le berceau de Judas à plusieurs reprises au cours des interrogatoires. Et à l'époque, les dirigeants pensaient que torturer les gens à l'aide du berceau de Judas ou d'autres dispositifs était le seul moyen de progresser en tant que communauté et de filtrer les menteurs et les hérétiques. Et les récits des siècles obscurs ont révélé que le but de ce traitement inhumain était de tenir la foi catholique à l'écart des impuretés. Numéro 3. La peste noire. Les dirigeants n'étaient pas les seuls à torturer les gens durant les siècles obscurs. La nature s'en prenait également à eux. La peste noire, également appelée mort noire, était une pandémie de peste bubonique qui a dévasté l'Eurasie occidentale et l'Afrique du Nord entre 1346 et 1353. Elle est considérée comme la pandémie la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité et aurait causé la mort de 75 à 200 millions de personnes. La pandémie a atteint son apogée en Europe entre 1347 et 1351. Elle a été causée par la bactérie Yersinia pestis transmise par les puces. Cependant, pendant la peste noire, la bactérie a également pris une forme secondaire. Selon les experts, elle a commencé à se propager par contact interhumain via des aérosols, ce qui a donné lieu à des pestes septicémiques ou pneumoniques. C'est en fait le début de la deuxième pandémie de peste dans la région. Et elle a provoqué des bouleversements démographiques, religieux, sociaux et économiques qui ont profondément affecté le cours de l'histoire européenne. Mais l'origine de la peste est très contestée. Les analyses génétiques modernes suggèrent que Yersinia pestis aurait évolué dans les montagnes de Tian Shan, à la frontière entre le Kyrgyzstan et la Chine, il y a environ 2600 ans. Elle a été introduite pour la première fois en Europe lors du siège de port de commerce génois de Kaffa, en Crimée, par la Horde d'Or, un empire turco-mongol héritier de Gengis Khan, et ce, sous le règne de Janibeg en 1345. Et depuis la Crimée, il a été transporté par des puces vivant sur le dos des rats qui se trouvaient sur les navires génois. Les preuves suggèrent qu'une fois arrivé sur le rivage, la peste noire s'est principalement propagée d'une personne à l'autre sous forme de peste pulmonaire, ce qui explique pourquoi elle s'est répandue comme une traînée de poudre. Et la peste noire a été considérée comme la deuxième plus grande catastrophe naturelle à frapper l'Europe à la fin du Moyen Âge.
On estime qu'elle aurait tué de 30 à 60% de la population du continent européen et qu'elle a également anéanti environ un tiers de la population du Moyen-Orient. Il est possible qu'elle ait réduit la population mondiale de plusieurs centaines de millions de personnes au XIVe siècle. D'autres épidémies de peste se sont produites tout au long de la fin du Moyen Âge. Et à cause de cela et d'autres facteurs, la population du continent n'a pu retrouver son niveau avant le XVIe siècle. En réalité, la peste a continué de hanter l'Europe et la Méditerranée tout au long de 2 siècles. Selon Jean-Noël Biraben, elle était présente quelque part en Europe chaque année entre 1346 et 1671. Des épidémies de peste ont été observées dans le monde entier jusqu'au début du XIXe siècle. Numéro 2, la Grande Famine. La Grande Famine a frappé l'Europe entre 1315 et 1317. C'est la première d'une série de crises à très grande échelle qui ont dévasté l'Europe au début du XIVe siècle, et la majorité du continent européen a été touchée par cette famine désastreuse. Elle a causé de nombreux décès pendant un grand nombre d'années et elle a également marqué la fin de la relative période de croissance et de prospérité qui avait débuté au XIe siècle et s'est poursuivie jusqu'au XIIIe siècle. Et la Grande Famine a commencé par de mauvaises conditions météorologiques au printemps 1315. Les mauvaises récoltes ont duré tout au long de l'année 1316 jusqu'aux récoltes de l'été 1317. L'Europe n'a pas pu se remettre complètement des effets de la famine qu'en 1322. Et les mauvaises récoltes n'ont pas été le seul problème à cette époque. Il y a eu une épidémie de maladies du bétail qui a entraîné une chute drastique du nombre de moutons et de bovins. Et la période a été marquée par des niveaux extrêmes de criminalité, de maladies, de mortalité massive et de pratiques horribles, y compris le cannibalisme et l'infanticide dans des cas extrêmes. Elle a également eu de graves conséquences pour l'Église, l'État et les sociétés européennes. Les famines n'étaient pas inconnues dans l'Europe médiévale. En effet, des famines locales se sont produites dans le royaume de France au cours du XIVe siècle et dans le royaume d'Angleterre. Et outre la Grande Famine, il y en a eu d'autres en 1321, 1351 et 1369. Pour la majorité de la population, il n'y avait pas assez de nourriture et la durée de vie était donc relativement courte et brutale. Et survivre jusqu'à un âge avancé était un véritable combat du quotidien. Et le début de la Grande Famine a suivi la fin de l'optimum climatique médiéval, parfois appelé réchauffement climatique de l'an 1000 ou embellie de l'an 1000, au cours de laquelle la population du continent avait explosé. Entre 1310 et 1330, l'Europe a connu l'une des périodes de mauvais temps les plus graves et les plus durables du Moyen Âge. Les hivers étaient rigoureux et les étés très froids et pluvieux. Les experts pensent que la famine a pu être précipitée par un événement volcanique et s'est produite pendant le petit âge glaciaire. Des pluies exceptionnellement fortes ont commencé à tomber sur la majeure partie de l'Europe au printemps 1315. Elles ont continué à tomber pendant tout le printemps et l'été, mais les températures sont restées froides, ce qui a entraîné une perte généralisée des récoltes. Les céréales ont été transportées et stockées à l'intérieur, la paille et le foin pour les animaux n'ont pas pu être séchés, il n'y a donc pas eu de fourrage pour le bétail. Les plaines anglaises ont été inondées et les prix des denrées alimentaires ont tellement augmenté que les paysans ne pouvaient même plus se payer du pain. Numéro 1. Chevaliers du Temple. Les Templiers sont une institution médiévale qui a joui d'une richesse et d'un pouvoir considérable au cours de ses 200 ans d'existence. Mais cet immense pouvoir et cette richesse ont finalement conduit à sa chute désastreuse. Également connu sous le nom de Chevaliers pauvres du Christ et du Temple de Salomon, cet ordre militaire catholique a été fondé en 1119 et avait son siège sur la montagne du Temple à Jérusalem. Depuis qu'il a été approuvé par l'Église catholique romaine, l'ordre des Templiers est devenu une organisation caritative privilégiée dans toute la chrétienté, et le nombre de ses membres et son influence se sont accrus. Les chevaliers du Temple et leurs manteaux blancs distinctifs ornés d'une croix rouge étaient considérés comme les unités de combat les plus habiles des croisades. Ils étaient également très présents dans les finances chrétiennes. 90% des membres de l'ordre étaient des non-combattants et ils ont développé des techniques financières innovantes qui constituaient une forme précoce de système bancaire. Et ils ont pu construire un réseau de près de 1000 commanderies et fortifications à travers l'Europe et la Terre Sainte. Et des chercheurs modernes ont estimé qu'ils ont formé la première multinationale au monde.
et parce que les Templiers étaient étroitement liés aux croisades, lorsqu'ils n'ont pas été en mesure d'assurer leur possession en Terre Sainte, le soutien à l'ordre a très lentement décliné. Et ils avaient accumulé d'immenses quantités d'or au fil des ans et n'étaient tenus de rendre des comptes qu'au pape lui-même. Et leur richesse et leur pouvoir commençaient à inquiéter les ennemis, le plus important étant le roi de France Philippe IV, le Bel, qui a finalement mis fin à l'ordre. Les secrets entourant leur activité religieuse et leurs cérémonies d'initiation secrète ont suscité la méfiance et ont finalement servi de prétexte à l'exécution de nombreux Templiers de haut rang. Et pour arrêter les Templiers, il a violé la bulle pontificale Omne Datum Optimum, de sorte que même le pape n'a pas pu l'empêcher de s'en prendre aux chevaliers. Il a accusé les Templiers de s'engager dans des actes et des rituels blasphématoires. Ils ont été accusés de plusieurs péchés comme l'homosexualité, le refus d'observer des rituels sacrés et même d'adorer de fausses idoles. Et la plupart des Templiers ont été contraints de faire de faux aveux sous la torture, malgré plusieurs tentatives de les sauver. Et le roi a déclaré 54 Templiers coupables et a ordonné qu'ils soient brûlés sur le bûcher. Et les Templiers ont été officiellement dissous par le pape en 1312. Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers, fut acquitté et gardé en prison par le roi, qui voulait qu'il révèle le trésor caché des Templiers. Jacques de Molay refusa et fut donc condamné à mort et lentement brûlé sur le bûcher à l'île aux Juifs, à Paris. Et cette découverte très intrigante en Égypte révèle des secrets millénaires cachés sous le grand sphinx. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo.